Voilà. Bonjour et bienvenue au Bonnet Paqui. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Riccardo Ciavolella. Bonjour. Salut Riccardo. Salut. Merci beaucoup d'être ici. En plus, merci d'autant plus aussi à vous, malgré le marathon, malgré les nombreuses embûches sur le chemin pour venir au bain. Pas facile aujourd'hui. On va donc parler de ton magnifique livre, Pétaouchnok, un livre aussi beau à lire qu'à regarder. Un livre qui invite au voyage, non seulement au voyage intérieur, mais aussi au voyage géographique. Et on va parler de tout ça. Avant d'y arriver dans quelques minutes, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Riccardo Ciavolella. Je suis officiellement, je suis anthropologue. Donc, c'est un travail un petit peu particulier qui consiste à s'interroger sur la diversité des cultures dans le monde. Mais j'ai écrit ce livre, peut-être on en parlera tout à l'heure, avec une intention différente d'une intention exclusivement scientifique. C'est-à-dire que je voulais pas écrire un livre d'anthropologie, mais je voulais écrire quelque chose qui me permette de m'évader de l'écriture proprement scientifique. J'avais besoin d'un ailleurs, en fait. Et vous comprendrez bien que le thème s'y prêtait. Donc, vous le comprenez aussi de mon accent. J'ai une origine italienne. Je travaille à Paris la semaine. Et ma famille est installée à Genève. Donc, j'ai un rapport aussi un petit peu particulier avec cette ville. Et c'est pour cela que je suis ravi d'être ici. Magnifique, donc ta ville est faite d'ailleurs, c'est ce que j'entends, de plusieurs ailleurs. Je ne l'ai pas dit que vous soyez ici ou en direct, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir, je vous passe le micro, voilà, des questions à notre invité au fur et à mesure de la discussion. Tu l'as dit, on va commencer par là, juste avant peut-être de parler de pourquoi tu as écrit ce livre. Peut-être que ce soit clair, en fait ton livre s'appelle en effet Pétaouchnok, au pluriel entre parenthèses, hein, du bout du monde au milieu de nulle part. C'est quoi un Pétaouchnok alors ? Ou des Pétaouchnok ? Alors, par Pétaouchnok, j'ai utilisé ce titre en ajoutant un S pour pouvoir en faire un concept. C'est-à-dire, Pétaouchnok, dans la langue française, je crois que même à Genève, on utilise cette expression. On utilise ce terme pour indiquer un lieu, le bout du monde. Mais en l'appelant Pétaouchnok, on utilise une expression qui renvoie aussi à l'idée d'un lieu un petit peu insignifiant. Et ça m'a toujours interrogé, c'est de l'usage de ce terme. Donc, quand je suis arrivé à l'époque en France, il y a 20 ans, en fait, je me suis posé la question en entendant les Français dire Pétaouchnok. La première question qu'on se pose, c'est où ? Et du coup, j'ai regardé dans les cartes et je le retrouvais pas. Donc, il y avait toujours quelque chose là-dedans. Mais du coup, ce qui m'intéressait du concept de Pétaouchnok, c'est qu'on puisse utiliser un nom propre pour indiquer un lieu insignifiant et inconnu. Le nom propre, en fait, on attribue des noms normalement à quelque chose que l'on connaît. Enfin, c'est l'acte de nommer même, c'est une manière de reconnaître le monde et de le signifier. Et en fait, là, on utilise un nom propre pour dire quelque chose qui n'a pas de signification, qui est inconnu. Et ça m'intéressait. Donc, du coup, j'ai commencé à me poser la question, mais est-ce que c'est un universel? C'est-à-dire, est-ce que cette manière de nommer des bouts du monde insignifiants par un nom propre existe que dans la langue française ou ça existe dans d'autres langues? Alors, j'avais en partie déjà la réponse, puisque je sais très bien que dans la langue italienne, en fait, il y a des Pétaouchnok, à une différence près, c'est que dans la langue italienne, on utilise des expressions dont la plus importante, c'est Kanikati, qui fait référence à un lieu qui existe vraiment. Et donc, j'ai commencé à réfléchir sur ce fait que dans les différentes langues, on peut utiliser des expressions en nommant des lieux qui n'existaient pas, mais parfois, on utilise aussi des termes, en fait, pour des lieux qui existent vraiment. Et j'ai commencé à interroger ça. Et du coup, voilà, ça fait 20 ans que, à côté de mon travail, ce que je fais, c'est de recenser tous les Pétaouchnok du monde dans toutes les langues. Donc voilà, si vous en avez, je suis prenant. N'hésitez pas à m'indiquer des Pétaouchnok. C'était un petit peu un jeu au tout début, puisque du coup, quand je rencontre des gens, j'ai la chance avec mon travail aussi de connaître des chercheurs qui viennent un petit peu partout dans le monde, ou des anthropologues en fait, et qui ont eu des expériences dans des contextes culturels autres que les leurs d'origine.
Du coup, j'ai posé la question à la fin d'un colloque, d'une conférence. Écoute, je peux te poser une question un petit peu particulière. Oui, dis-moi. En fait, on dit comment Petauschnok chez toi, et du coup, au tout début, il y a un moment comme ça, on est un petit peu déconcerté par cette question. Et puis, quand on commence à réfléchir, on s'est dit, mais en fait, cette question a du sens. Pourquoi dans ma langue, je sais pas, en allemand, on parle de Valakai, où on parle de Buxtehude, par exemple. Et pourquoi en chinois, on parle de Java. Et il y a toujours une raison historique, philologique, linguistique, culturelle, qui explique pourquoi dans une certaine langue, on choisit un lieu pour nommer le bout du monde d'un signifiant. Moi, j'aimerais rebondir directement sur ce que tu viens de dire, la réaction de cette personne qui est d'abord déconcertée et ensuite qui réalise qu'il y a peut-être un sens. Est-ce que ça dit quelque chose en fait sur pourquoi est-ce que d'abord on est déconcerté, en tout cas cette personne est déconcertée, et puis après, ah bah ouais, peut-être qu'il y a un intérêt. Alors, je crois, enfin, l'expérience que j'ai eue lorsque j'ai posé cette question, c'est que la question, de prime abord, apparaît totalement anodine. Enfin, ça paraît une question pas du tout scientifique. Mais il y a une autre raison aussi, c'est que quand on parle de notre propre langue et des expressions qu'on utilise, en fait, certaines choses, certaines expressions, on les utilise sans les interroger. Et c'est à partir du moment où il y a quelqu'un de l'extérieur, du coup, qui pose la question de savoir, mais pourquoi on dit comme ça? Et ça, c'est souvent pour les expressions idiomatiques. Avec les expressions idiomatiques, on grandit. Enfin, c'est ce qui est transmis par la famille, par la culture, par l'environnement. Donc, on questionne pas. Parfois, on questionne pas pourquoi on dit comme ça. Et donc, du coup, c'est le regard extérieur qui pose la question, qui fait, comment dire, du coup, il y a une sorte de prise de conscience de la particularité. Et on s'est dit, ben oui, pourquoi on dit trifouiller les oies, pourquoi on dit Bumplitz, parfois en Suisse, pourquoi, voilà, en italien, on dit canicati. Et en posant la question, on se rend compte que cette question a du sens. Parce que l'usage d'un Petauschnok plutôt qu'un autre reflète en fait une sorte d'idée et d'histoire culturelle et surtout de relation entre espaces. C'est pas que la culture qui nomme un lieu, c'est aussi l'histoire de la relation avec le lieu qu'on nomme. Donc pourquoi en Chine on dit Java par exemple, enfin, c'est l'histoire de la relation entre la Chine et Java du coup qui devient intéressante. Et du coup cela a du sens. Et c'est pour cela que les gens, en réfléchissant à cette question, je ne sais pas si c'est votre cas, si vous commencez à réfléchir à la question maintenant, vous dites, mais en fait, cette question a du sens. Dans la langue française de France, en plus, il y a énormément d'expressions de ce type qui sont liées aussi à l'histoire politique et l'histoire coloniale, et à l'histoire du racisme même, mais du coup d'un racisme qui devient implicite et inconscient, puisqu'il est inscrit dans le langage courant. Et donc, c'est en l'interrogeant qu'en fait, on peut commencer à les déconstruire et déconstruire aussi tous les stéréotypes qui peuvent être associés à cette manière de nommer l'ailleurs comme quelque chose d'insignifiant. Alors, juste pour terminer, ce qui est intéressant, c'est que on peut déconstruire cette manière de nommer l'ailleurs, mais si on suit l'esprit du livre et de cette recherche telle que je l'ai entendue, ce qu'il faut faire, c'est que lorsqu'on trouve un Petauschnok, puisque quelqu'un nous a dit dans ma langue, le bout du monde de Petauschnok, ça s'est dit comme ça. En fait, on le recherche. Moi, je me suis intéressé en particulier au Petauschnok qui existe vraiment. On le recherche, mais après, la question qu'il faut poser, si on veut déconstruire les stéréotypes de ce Petauschnok, c'est de savoir dans ce Petauschnok-là, en fait, comment on nomme le bout du monde. Et on se rend compte qu'il y a là aussi, il y a en réalité des expressions, il y a des stéréotypes sur des ailleurs lointains, inconnus. Et donc, c'est un jeu presque infini. Moi, j'avais la première proposition de titre de ces livres était Atlas infini de bout du monde. Car l'idée, c'est d'imiter la forme d'un atlas, si vous voulez. Il y a des entrées par lieu.
Mais finalement, pour dire, l'Atlas donne l'impression de quelque chose qui recense le monde, qui recense tout. Il doit restituer l'image de l'exhaustivité. Et en fait, en réalité, c'est une sorte de parodie et de caricature des anciens atlas géographiques, mais pour dire que ce monde de Pétaouchnok, heureusement, n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Parce que dès que vous allez dans un Pétaouchnok, en fait, vous êtes renvoyé constamment vers un ailleurs ultérieur. C'est un peu comme l'horizon qui se défile au fur et à mesure qu'on va vers lui. Et ce que j'entends aussi, c'est un peu comme l'expression, on est un peu tous le con de quelqu'un d'autre et on est un peu tous le Pétaouchnok de quelqu'un d'autre. Les Javanais ont eux-mêmes un autre Pétaouchnok, etc. Anta Beranta. Anta Beranta. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai découvert, qu'on m'a expliqué après le livre, puisque comme c'est un livre qui n'a pas de frontières et c'est une recherche qui n'a pas de limites, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui continue encore et la publication du livre lui-même permet de prolonger la recherche, puisque du coup j'ai des gens qui réagissent au livre et qui me disent, mais maintenant, j'ai découvert par exemple Pirchisson. C'est un lieu en Suisse romande qui est lié à la notion de bout du monde, puisqu'il y a le chemin du bout du monde là-bas. Et pour l'Indonésie, par exemple, j'ai appris que l'expression qu'on utilise pour dire le milieu de nulle part ou le bout du monde, c'est Anta Beranta. Alors, je ne connais pas la langue, donc vous m'excusez pour la prononciation. Mais ce que j'ai pu comprendre, et c'est très intéressant, c'est qu'on nomme Anta Beranta un État qu'on considère frontalier avec l'Indonésie. Alors l'Indonésie, c'est un archipel. Hein. Enfin, il y a des frontières terrestres, mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'esprit, dans l'imaginaire géographique, l'idée de pays frontalier n'est pas aussi forte que, par exemple, en Suisse ou en France. Mais on considère, on dit qu'Anta Beranta, c'est le pays frontalier, et on parle de ce pays Anta Beranta comme d'un lieu où rien ne marche. Rien ne fonctionne et où l'élite politique est complètement corrompue. Et en fait, on comprend bien que c'est une manière populaire de se moquer de l'élite de son propre pays en nommant ces Pétaouchnok qui seraient un pays ailleurs, en fait. Mais c'est une manière de renverser le regard, de parler d'autre chose, mais en réalité pour parler de soi. Et je retrouve quelque chose qui, aussi historiquement, était déjà très présent, par exemple, dans l'Antiquité grecque, où les barbares, pour les Grecs, c'était tous ceux qui étaient non grecs, qui étaient au-delà des frontières grecques. Et puis, en fait, après est venu ce terme beaucoup plus péjoratif du barbare, mais c'est présent depuis, presque, je dirais pas les balbutiements de l'histoire, mais en tout cas depuis très très longtemps, cette idée de nommer l'autre pour mieux se construire, pour mieux se comprendre, un peu en opposition à ce qu'on n'est pas, par rapport à des frontières, comme tu le dis, imaginaires ou réelles. Alors, ça, c'est comment dire, d'un point de vue là, scientifique et anthropologique, c'est une logique propre à la construction identitaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir l'identité propre d'un groupe sans la relation qui s'instaure avec une altérité. Alors, il faut toujours questionner cette altérité puisqu'elle est construite historiquement. Même si ceux qui revendiquent une identité forte, encore aujourd'hui, qu'elle soit nationale, raciale, ethnique ou autre, qui la pensent de manière exclusive et éternelle, en fait, c'est toujours un produit historique et pour cela doit être déconstruit. Mais pour ce qui est des Pétaouchnok en particulier, je pense que c'est quelque chose. Alors, j'ai pas fait forcément un travail historique, même si vous retrouvez dans les livres le cas de Abdera, cette ville du nord-est de la Grèce qui, dans l'Antiquité, était considérée comme le village d'où venaient tous les fous. C'est le nom d'une ville qui a été repris par Immanuel Kant après pour identifier la folie et la folie humaine, ou la stupidité humaine. Donc l'abdéricien est celui qui est complètement stupide. Donc c'est quelque chose qui reste dans la langue. C'est de là que vient le mot aberration. Ah, ça, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai pas fait un travail historique. Par contre, les Pétaouchnok, ça, je peux le dire, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une culture, mais aussi dans une histoire.
moi j'ai eu l'impression que ce que j'ai pu reconstituer des Pétaouchnok qu'on utilise aujourd'hui, c'est quelque chose qui risque de se perdre, puisque les nouvelles générations peut-être n'utilisent pas plus les mêmes termes. Déjà Pétaouchnok en fait, moi je l'ai choisi aussi parce que c'est l'expression dans la langue française la plus répandue et la plus consolidée, qui existe depuis assez longtemps. Mais en fait, c'est quelque chose qui est en train de disparaître, peut-être parce que les référents culturels identitaires d'aujourd'hui, des jeunes générations, se retrouvent non pas dans une sorte de géographie qui serait encore attachée d'une certaine manière au réel, mais s'inscrit plutôt dans les réseaux sociaux. Donc, il y a un esprit communautaire, identitaire qui trouve d'autres référents. Et effectivement, il y a certaines expressions qui s'épuisent. Moi, j'ai consulté les dictionnaires des expressions idiomatiques, par exemple, du passé dans la langue française. Vous trouvez dans le dictionnaire le Robert de la fin du 19e siècle, l'expression la plus répandue pour dire Pétaouchnok était Mississippi la galette. Alors, bien évidemment, on faisait référence au Mississippi. Alors la galette, cet ajout, c'est un petit peu compliqué. Enfin, je suis pas linguiste ni philologue, donc c'est un petit peu compliqué de le reconstituer, mais ça renvoyait peut-être à l'idée d'argent. Et cela s'explique par le fait que la langue française avait encore mémoire de la colonisation française en Nouvelle-France, donc en Amérique du Nord. Et donc les Mississippi étaient considérés comme une sorte d'ailleurs à la fois sauvage, mais c'était aussi un Eldorado, parce que là, on pouvait faire le trafic et le commerce de peaux d'animaux. Et donc, c'était considéré, mais cela a disparu. À un moment, si aujourd'hui on dit Mississippi la galette, on ne comprend pas que c'est un Pétaouchnok, c'est quelque chose qui a disparu. Par contre, Pétaouchnok, le terme Pétaouchnok, on le retrouve alors dans les bases de données de la Banque nationale de France, de la Bibliothèque nationale de France. Eh bien, les Pétaouchnok ont de la valeur, donc je pensais à la banque. La Bibliothèque nationale de France, on retrouve Pétaouchnok déjà dans les journaux dans la deuxième moitié du XXe siècle. Pour dire, par exemple, c'est noble à trouver son château à Pétaouchnok, par exemple. Ou quand les journaux commencent à parler de sport, et il y a les journalistes qui se moquent d'une équipe d'une ville qui est complètement nulle, disent l'équipe de Pétaouchnok a perdu le match. Voilà, il y a cet usage idiomatique, ironique, mais déjà dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc ça signifie que c'est un terme qui existe depuis 150 ans. Et pour certains, cela est dû aussi au fait que le terme Pétaouchnok s'est consolidé dans la langue française parce que la sonorité un petit peu orientale renvoyait on pense à la Sibérie, on pense parfois au camp d'internement ou d'extermination, quand on pense à Pétaouchnok, certains disent c'est Petropavlovsk au Kamtchatka, donc cette idée d'Orient lointain, ça s'est consolidé aussi parce que l'histoire du XXe siècle en Europe est marquée par un rapport particulier avec la Sibérie, avec la Russie, quelque chose qui fait partie à la fois de l'Europe, mais aussi d'un ailleurs, d'une altérité. Et puis, il y a aussi eu la question des camps, qui du coup a permis de consolider cet usage, ce qui fait rapprocher Pétaouchnok parfois d'un terme, celui d'Ipitchipoy, qui était le terme utilisé par les enfants juifs en France, par exemple dans les camps de Drancy, lors des razzias pour l'envoi dans les camps, pour nommer les camps, mais dont on ne connaissait pas les noms en fait. Donc, un milieu juif, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on ne savait pas où on allait être envoyé, mais on savait qu'on était envoyé quelque part. Et donc, il y a ce terme Pichipoy qui était utilisé pour nommer cet ailleurs. Donc, là aussi, un nom propre qui doit nommer quelque chose qu'on ne connaît pas.
N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Sinon, moi, je continue. J'ai plein de questions, mais ça ne devrait pas vous empêcher d'en poser. Tu l'as dit un peu plus tôt, on le retrouve plusieurs fois dans ton discours. C'est vrai qu'il y a un côté, une couche assez péjorative dans cette appellation des Pétaouchnok. Notamment, tu as parlé du côté insignifiant qu'on donne à certains lieux. Est-ce que forcément, il y a on va dire, ce vernis péjoratif qui accompagne les Pétaouchnok, ou est-ce que on voit aussi des utilisations qui peuvent être moins problématiques ou plus positives? Alors, le côté péjoratif est certainement dominant dans la plupart des langues. Par exemple, même la sonorité, en fait, est toujours souvent ironique. Et il y a le renvoi à un imaginaire, une idée, comme tu l'as dit tout à l'heure, du barbare, mais parfois même le terme, la sonorité, fait un petit peu rire. Donc il y a ces côtés péjoratifs, certainement, qui est souvent associé à ces termes. Par contre, il y a certains cas où peut-être les Pétaouchnok peuvent être complètement renversés, puisqu'il y a les côtés aussi Eldorado parfois qui est lié au Pétaouchnok. Donc ces ailleurs qu'on connaît pas, mais qu'on doit nommer et qui reflètent d'une certaine manière une sorte d'image de paradis qu'on voudrait atteindre. Donc par exemple dans la migration italienne du XXe siècle vers la France et surtout les États-Unis, le terme Amérique a pris une valeur même idiomatique, au point où un Italien, à une époque, si on disait « j'ai trouvé l'Amérique », c'était une manière de dire « j'ai trouvé le paradis, je suis devenu riche ». Donc il peut y avoir ces côtés positifs. Si l'on pense par exemple au côté, à la vision que l'Europe, ou comment elle est utilisée, la notion d'Europe peut être utilisée dans la migration africaine comme quelque chose, enfin, un mirage presque. Mais par contre, cette idée-là s'expose toujours au risque du renversement complet lorsque l'illusion du lieu et du paradis se révèle en fait quelque chose de très négatif. Ça devient le nom d'une expérience de détresse, de déception, et parfois dans la migration, bien souvent dans la migration, c'est le cas. Et donc ces lieux qu'on pourrait imaginer comme des Pétaouchnok positifs, en fait, peuvent s'avérer en réalité, au final, des lieux négatifs. Si on prend certains termes qu'on utilise en Afrique pour nommer l'Europe, ça peut être au Bénin, on parle de Youvo-Tomé, donc le pays des Blancs, par exemple. Ça peut être le lieu de la richesse auquel on aspire. Mais en même temps, il y a un côté critique très fort, puisque ce sont les Blancs qui voudraient nous enseigner, nous apprendre en fait comment vivre. Enfin, il y a ces rapports paternalistes et souvent racistes, donc ça peut devenir raciste. Et dernière chose, sur ces côtés, la plupart du temps, ces termes sont utilisés de manière péjorative. Donc moi, ce que je fais dans le livre, c'est aussi de déconstruire. C'est pas d'alimenter ce type d'exotisme des Pétaouchnok, mais c'est pour le déconstruire, de le reconduire à l'histoire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, les gens qui sont ciblés par l'usage de ces termes, de ces expressions, les utilisent, mais pour les renverser complètement. C'est-à-dire, c'est un phénomène de renversement du stigmate, où les gens en France, les gens qui habitent la diagonale du vide, n'acceptent pas que les Parisiens parlent de la France, disons du cœur de la France comme de la diagonale du vide. Par contre, ils peuvent retourner complètement le stigmate et dire, nous, on fait partie de la diagonale du vide, les Parisiens, nous embêtent. Avec fierté. Voilà. La diagonale du vide, c'est par rapport à l'autoroute qui fait comme une espèce de L inversée et puis qui dessert pas, en tout cas pendant longtemps, qui desservait pas les pays. La diagonale du vide, c'est un concept à l'origine de géographes et de démographes pour indiquer cet espace qui va, disons, du sud de la Belgique jusqu'aux Pyrénées. Qui est la diagonale à basse densité de population. Mais c'est devenu même une expression qu'on utilise sans savoir quelle est l'origine, disons, scientifique de cette expression. Ouais.
Très bien. Bon, moi, je sais pas dans quelle mesure on peut considérer aussi que, par exemple, le Far West, ce serait aussi un Pétaouchnok. Puis moi, je retrouve aussi cette idée un peu paradoxale dans le Far West, le côté un peu sans foi ni loi, mais en même temps aussi ce côté plein de promesses, de l'enrichissement rapide avec les mines d'or et puis les nouveaux territoires à conquérir. C'est un peu ça pourrait aussi devenir un Pétaouchnok finalement le Far West. Oui, tout à fait. La Californie, par exemple, représente à une époque cet ailleurs, cet Eldorado positif. Je pense à la fin du 19e siècle avec la migration de l'Est des États-Unis vers l'Ouest, mais surtout dans les années 1930. Donc, où il y a eu la grande émigration des gens d'Oklahoma en particulier vers la Californie, ce qui a été décrit aussi par la littérature, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la Californie, en Californie, vous avez certaines expressions pour dire Pétaouchnok qui ne sont pas répandues au sein de l'ensemble des États des États-Unis, des États américains. Ce sont des expressions spécifiques à la Californie. Par exemple, on dit in the Tules, pour dire au milieu de nulle part. En fait, Tules, c'est le terme avec lequel on indiquait la Central Valley de Californie, qui est cette vallée en fait entre les montagnes et la côte de la Californie. Mais c'était là où tous les migrants qui, avec leurs bagages et leurs espoirs d'enrichissement, allaient vers la Californie, s'est retrouvés complètement coincés dans cette vallée. Car à l'époque, c'était une vallée complètement plein de marécages en fait. Et qui a été retravaillée. Aujourd'hui, c'est la vallée agricole la plus riche au monde. Hein. Mais en fait, dans la langue utilisée par les expressions idiomatiques utilisées par les Californiens, en fait, c'est indiqué encore comme le bout du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire migratoire qui explique l'usage de ce terme. Et la plupart des Californiens, quand ils disent « in the Tules », ils ne savent pas qu'il y a l'histoire des Hokies, des migrants d'Oklahoma des années 1930 qui sont en train d'évoquer. Ouais, je me demandais si, voilà, dans ton étude, dans tes études, tu as pu voir une différence en termes historiques ou chronologiques. C'est vrai que quand on pense par exemple à Genève, on en parlait tout à l'heure avant le début du Café Philo, on a le bout du monde, tu mentionnais aussi Confignon, les confins de Genève. C'est des lieux qui sont proches pour être des lieux du bout de fin de monde, de bout du monde. Et est-ce que c'est vrai qu'avec le temps, avec les explorations, avec la découverte d'un monde de plus en plus vaste, est-ce que finalement, avec le temps, ces Pétaouchnok deviennent de plus en plus loin du lieu qui les imagine? Est-ce qu'il y a un rapport de distance par rapport au temps qui passe? Moi, j'ai essayé de faire de proposer aussi des sortes de typologies des différents Pétaouchnok. Et il y en a déjà, le sous-titre du livre est du bout du monde au milieu de nulle part, hein, puisqu'il y a deux catégories, ça signifie pas exactement la même chose. Là, on a parlé beaucoup de bout du monde au sens de éloignement physique, distance géographique, mais il y a aussi cette notion de milieu de nulle part, donc quelque chose qui est complètement insignifiant, où rien ne se passe, mais qui pourrait être au milieu, effectivement, au centre. Et une autre catégorie encore, mais qui est très intéressante, c'est tous ces Pétaouchnok qui sont nommés alors qu'ils sont très proches. Alors ça m'a fasciné, ça m'a beaucoup interrogé, et ça s'explique par des raisons là aussi historiques, bien évidemment. Il y a des Pétaouchnok dans certaines langues qui sont les villages qui sont juste à la sortie des villes. Mais ça, à une époque où en fait on pouvait pas forcément bouger loin, même pour sortir de la ville. En fait, on sortait, on bougeait à pied, et donc on s'est retrouvé loin. Bumplitz aujourd'hui c'est c'est la périphérie de Berne, et c'est pratiquement intégré à Berne, mais à une époque il n'y avait même pas la gare, il fallait y aller à pied, et puis quand il y a eu la gare, en fait les gens de Berne ont découvert qu'il y avait Bumplitz à la sortie des villes. Et Buxtehude, c'est à la sortie, c'est un village qui aujourd'hui
une ancienne ville en fait portuaire qui aujourd'hui est intégrée à la ville de Hambourg. Mais dans la langue allemande, le terme Buxtehude est resté. Et on se demande mais pourquoi une ville ou un village qui est juste à côté d'une ville, il est nommé comme le bout du monde. C'est un petit peu le paradoxe, mais qui est possible par les expressions idiomatiques. À Milan, on pourrait parler il y a une expression qui fait référence à Baggio, qui est exactement la même chose. Pour le bout du monde de Genève, c'est un petit peu particulier, puisque peut-être il y a cette idée de bout du monde qui est juste à l'extérieur, mais c'est aussi le canton de Genève, il est assez particulier dans son enclavement en fait à l'intérieur de la France. Je crois qu'il y a sur 100 kilomètres de frontières communes avec la France, il y en a que 10 ou 15 avec d'autres cantons suisses, enfin le Vaud. Mais le bout du monde, c'est un petit peu différent puisque cela fait référence à deux choses. D'une part, la frontière qu'il y avait avec la Savoie. Donc, c'était effectivement un bout. C'était et c'est pour cela que ça s'appelle comme ça. Mais il y a une autre raison aussi, c'est que dans la langue française, on appelle souvent bout du monde des formations géologiques qui sont liées au glacier ou au fleuve en fait. Et donc là où l'eau sous forme de glace ou liquide comme dans les fleuves a créé des lieux fermés. Donc en quittant Genève par exemple, si on va pas loin à Samoin par exemple à Haute-Savoie, il y a un chemin qui amène au fer à cheval. Et la vallée, ça s'appelle le bout du monde justement. Donc, ça fait partie du travail en cours. J'ai repéré pour l'instant 35 lieux-dits qui s'appellent le bout du monde aujourd'hui. Donc, ça va être bientôt sur les sites, car il y a un site associé au livre. Mais ce qui est intéressant, donc du coup, il y a le bout du monde à Samoin, il y a le bout du monde à Genève, et il y a 2 arrêts bout du monde en région parisienne. Et voilà, moi je passe mon temps en fait, je prends mon vélo et j'y vais. Et tu parcours les confins du monde, c'est beau. Mais tu le dis, en fait, que ce soit qu'on parle du bout du monde, du milieu de nulle part. En fait, il y a quelque chose qui me frappe aussi, c'est qu'avec notre monde qui est de plus en plus connecté, qui est de plus en plus, enfin voilà, où l'ailleurs est en tout cas géographiquement de plus en plus accessible, avec notamment Google qui a cartographié toute la planète, en tout cas quasiment toute la planète. Est-ce que cette existence des Pétaouchnok, est-ce que l'ailleurs, est-ce que le milieu de nulle part est encore possible ou sera encore possible à l'avenir? Est-ce qu'il faudra, je sais pas, aller sur Mars ou imaginer Mars comme le prochain Pétaouchnok? D'ailleurs, est-ce qu'on peut imaginer Mars comme un Pétaouchnok? Voilà. Qu'en est-il en fait de cet avenir et de ce présent de ces Pétaouchnok avec la globalisation du monde? Alors Mars, oui, c'est un Pétaouchnok, je pense. Mais même avant qu'on puisse imaginer d'y aller et de le coloniser, mais même avant, je suis fasciné par la manière dans laquelle on nomme par exemple les étoiles, les planètes. Enfin, il y a toujours un lien. Il y a un astéroïde qui s'appelle Buxtehude. Et je trouvais ça fascinant, par exemple. Alors, c'est pas les Buxtehude du Pétaouchnok allemand, mais c'est le musicien Buxtehude qui a donné ces noms. Mais je trouve ça fascinant. Par contre, le besoin d'écrire ce livre, enfin, l'une des raisons qui m'a motivé pour écrire ce livre et faire cette recherche, a été cette idée que finalement, à travers Google Maps ou Google Earth, on était face à une sorte de saturation de l'espace qui sature aussi notre imaginaire. Ça, d'un point de vue philosophique, cela a été évoqué aussi par Mark Fisher, par exemple, non? Cette idée que il y a une sorte de saturation de notre imaginaire par le capitalisme d'abord, mais le capitalisme technologique aussi, qui produit cette saturation de l'espace, et on a l'impression qu'il est de plus en plus difficile de trouver des espaces en ailleurs, à ce monde, dans ce monde. Et donc, je me suis interrogé sur, pour retrouver cette forme de liberté, quel type d'espace on pouvait chercher.
Ce qui est complètement contradictoire, puisque si on cherche des ailleurs à partir du moment où on en fait un atlas et on les nomme, on est en train de les rattraper en fait dans une sorte, on les recense dans un atlas et tout. Mais du coup, j'ai essayé, c'est comme ça que j'essaye de l'expliquer peut-être de manière un petit peu maligne, c'est que je me suis intéressé à des lieux qui existent, mais qui en même temps n'existent pas. Et donc, en réalité, on ne peut pas les coloniser complètement, ces lieux. Pourquoi? Parce que ce sont des lieux d'abord qui existent dans l'imaginaire, puisque le point de départ de ma recherche et de mon interrogation, c'est de partir d'une expression idiomatique, donc de partir du côté culturel imaginaire des gens. Pourquoi les gens nomment ces choses? Et quand on les nomme, on n'est pas en train de faire référence à ces lieux-là en particulier. C'est un lieu générique, en fait. Mais du coup, c'est un prétexte pour aller voir ce qui se passe réellement. Et du coup, si vous regardez en librairie, il y a, après les atlas géographiques, on a eu les atlas des lieux imaginaires, des lieux littéraires, des lieux qui nous invitent à une sorte d'évasion complète. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'on est face, compte tenu de l'état du monde aujourd'hui, de la capacité technologique de voyager en restant assis, ou d'avoir l'impression de voyager en restant assis, est-ce qu'il y a des lieux qui échappent à cette prise-là, mais en même temps qui ne nous obligent pas à penser ces lieux ou à penser la liberté juste en termes d'évasion? C'est comme si on était face à une sorte de dilemme. Est-ce qu'on accepte d'être tracé? Est-ce qu'on accepte que tout soit décrit, que tout soit rendu visible de manière virtuelle par Google Maps, par Internet, aujourd'hui l'intelligence artificielle en plus, voilà. Est-ce que l'alternative, c'est juste l'évasion dans notre imaginaire, dans notre esprit? Est-ce qu'on est obligé juste à penser en dehors du réel? Et avec ces lieux, je pense que s'il y a un côté un petit peu moral et philosophique, je dirais presque politique, dans ce que j'ai essayé de faire, c'est de partir de l'imaginaire pour trouver cette liberté, mais de ne pas inviter à l'évasion la plus complète, mais de rappeler qu'il y a des gens, des cultures, des histoires, qui sont souvent des histoires de souffrance, de domination, qui nous ramènent en fait à l'histoire concrète de notre monde. Et c'est dans ce sens-là que j'ai voulu écrire, parler de ces lieux. Ouais, alors prenez seulement, je vous laisse venir vous rapprocher, je vous mets un peu de son. Je sais que c'est... voilà. 1, 2, 1, 2. Voilà, ça marche. Merci pour tous. N'hésitez pas à parler bien près du micro. Ouais. Une question que je me posais, c'est est-ce que dans la recension des Pétaouchnok, il y en a qui sont advenus, c'est-à-dire qu'il existait de manière fictive des termes qui n'étaient pas liés à des lieux, mais les gens ont nommé un quartier, un lieu de cette façon. Il y a des endroits qui s'appellent la Californie, à Lyon il y a un quartier qui s'appelle les États-Unis. Est-ce qu'il y a vraiment un endroit qui s'appelle Pétaouchnok, un quartier, un lieu dit Alors, moi j'espère que maintenant il y en aura de plus en plus de ces lieux qui seront nommés de cette manière. C'est un petit peu compliqué. Il y a des cas, des lieux-dits, par exemple, qui s'appellent Nouveau Monde. Et ça, je trouve ça fascinant, le fait qu'on décide de l'appeler Nouveau Monde. Enfin, il y a une dimension pionnière, en fait, dans le fait d'appeler un lieu-dit de cette manière-là. Je pense que ces termes sont souvent utilisés. Et ça, c'est un petit peu le problème aussi de mon travail, je trouve. C'est plutôt les conséquences de ce type de travail-là. C'est qu'il y a une forme de récupération aussi commerciale de ces lieux. C'est-à-dire que il y a plein de bars. À Paris, vous avez le dernier verre avant le bout du monde ou avant la fin du monde. Vous avez 3 boulangers qui s'appellent Au bout du monde. Il y a aussi du marketing territorial aujourd'hui qui utilise énormément ces expressions idiomatiques parce que justement elles ont un pouvoir évocateur hyper fort puisqu'il y a cette idée d'évasion.
mais on l'utilise pour du marketing territorial. Par exemple, vous connaissez le complot de Bielefeld, même Angela Merkel y avait fait référence. Enfin, en Allemagne, on dit que Bielefeld, qui est une ville de 300 000 habitants, n'existait pas. Enfin, c'était sous forme de blague, c'était dans les années 90. 90, oui. Dans les années 90, que cela s'était répandu dans le premier Internet allemand de l'époque. Et il y avait des jeunes étudiants de l'université qui avaient entendu un copain qui arrivait, qui disait, enfin, c'était la première fois qu'il les rencontrait, il disait, tu viens d'où, Bielefeld? Ils ont commencé à rigoler, ils ont dit, mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas, cette ville. Ils ont joué avec ça sur le premier Internet allemand dans les années 90, et cela a eu tellement de succès qu'aujourd'hui, en Allemagne, on rigole et on dit Bielefeld n'existe pas. Et c'est exactement la même chose avec la région du Molise en Italie. Et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il y a les offices, les offices de tourisme locaux qui utilisent cette blague-là pour dire, ben, venez dans ces lieux qui n'existaient pas. Donc, venez voir Bielefeld. On la nomme comme la ville inexistante parce qu'elle serait provinciale, complètement inintéressante. Mais venez du coup voir ces lieux. Le marketing territorial de la région du Molise, vous voyez où c'est, hein, n'est-ce pas? Non, voilà, ça n'existait pas. Donc, c'est l'une des régions, enfin, c'est la deuxième région la plus petite après la vallée d'Aoste, qu'on connaît peut-être ici oui, un peu mieux, ouais. en Suisse, mais c'est plus ou moins à l'opposé de la péninsule. Et c'est une région de 300 000 habitants. Et en fait, il y a le tourisme qui ne s'est pas développé. Et donc, en Italie, on dit, mais on connaît personne qui vienne du Molise ou qui soit venu. Alors, pour moi, c'est bizarre parce que mon père y a travaillé. Donc, ma mère qui disait, mais tu vas où? Ça veut vraiment, t'es allé travailler à Molise, là-bas. Et le marketing territorial, on a utilisé la phrase Molisent, de Molise à Molisent. Donc, c'est une manière d'internationaliser les choses. Pourquoi j'ai dit, c'est un petit peu le problème de mon travail, puisque je me demande si, en fait, en faisant ce travail, je ne suis pas en train de faciliter ou de proposer ce type de récupération de ces lieux par, alors, du marketing territorial, pourquoi pas. Ce qui me fait peur, c'est une forme de touristification de ces lieux. Par exemple, ce qui s'est passé à Ushuaia ou en Patagonie, c'est quelque chose que j'ai décrit dans les livres. Par exemple, vous avez le musée à Ushuaia qui était un musée d'ethnologie et de folklore local qui avait été créé par l'Argentine au moment de la création d'une identité nationale. Donc, on avait besoin de créer des musées de culture populaire locale et régionale pour le faire. Aujourd'hui, le musée s'appelle le musée du bout du monde, enfin, del fin del mundo. Et du coup, on joue sur ça. Je pense au Ushuaia, en plus, ça renvoie énormément à d'autres choses en termes de marketing. Et c'est pour cela aussi que moi, je me suis imposé, comme pour écrire le livre, je m'impose aussi une discipline qui est tout à fait contradictoire avec l'esprit libertaire qui m'a suggéré ce livre. C'est-à-dire que je m'impose des règles pour savoir quel est mon rapport avec ces lieux. C'est-à-dire que je dois faciliter le hasard pour y aller. Donc, faciliter le hasard, ça signifie que je peux y aller sans prendre l'avion, mais parce que le destin m'a conduit quelque part pas trop loin. Et donc, c'est à partir de ces moments-là que je peux me permettre d'y aller, mais par contre, je ne peux pas prendre l'avion aujourd'hui et dire ben, je vais voir Java, parce que les Chinois indiquent Java comme les Pétaouchnok. Mais du coup, c'est bizarre, parce que aujourd'hui, on doit s'imposer des règles pour avoir un rapport authentique avec le réel, avec le monde, et pour ne pas les réduire en fait à une sorte de, vous savez, de lieu où mettre le drapeau. C'est qu'on fait aujourd'hui, même il y a des applis dans Facebook pour pouvoir dire dans tous les pays où on a été, comme s'il y avait une compétition pour dire, ben,
il y a un esprit colonial dans tout ça. Vous voyez Conrad au cœur des ténèbres, quand il raconte, enfin le protagoniste raconte de son enfance, il dit « J'ai regardé un atlas quand j'étais tout petit, et je voyais des taches blanches dans la carte du monde. Et j'étais attiré par ces cartes, et donc l'esprit de l'époque, c'était de pouvoir remplir ces vides. Moi, je pense que ça serait beau, en fait, de laisser aussi des vides dans notre carte du monde, en fait. Voilà, je te laisse prendre. Merci pour le micro. Oui. En relation avec ce que tu viens de dire, tu pourrais dire 2 mots de l'iconographie, des choix iconographiques que tu as fait pour le livre, qui sont spécialement anti-spectaculaires, on pourrait le dire. Hein. Et je prends évidemment ça en bonne part. C'est tout le contraire de ces beaux atlas qui te font visiter les plus belles îles du monde, etc. Alors, merci pour cette question. La dimension iconographique est très importante dans le livre parce que il fallait restituer effectivement l'image, comme je le disais tout à l'heure, une sorte de parodie ou de caricature d'un vrai atlas. Et donc, les côtés cartographiques aussi, il fallait le faire. Donc, il y a eu toute une réflexion. Vous avez une carte du monde en couverture, enfin derrière la couverture, avec la localisation de ces lieux. Mais en fait, ce que je localise ne sont pas les lieux vraiment dits, mais ce sont les lieux auxquels les expressions idiomatiques font référence. Et après, vous avez des encadrés, des encadrés géographiques pour chaque entrée. Sauf que mon intérêt, c'est pas de dire c'est exactement là. Donc, vous allez trouver des points d'interrogation ou vous allez trouver des colorations juste pour offrir au lecteur quelques éléments pour situer, mais sans forcément localiser, identifier ces lieux. Et puis, il y a des images, des photos ou des dessins, des cartes, mais qui, du coup, là aussi, il ne s'agit pas on a un rapport avec l'image qui est assez particulier parce que l'image le visuel a une puissance énorme puisque dans les rapports au réel, qui est beaucoup plus fort que l'écrit en fait. Parce que quand on lit quelque chose d'écrit, il faut croire ou pas croire à l'auteur. Mais on a l'impression qu'à travers l'image, en fait, il y a quelque chose qui relève de l'authentique, de la restitution du vrai. Et en fait, c'est complètement faux. Et les géographes et les cartographes aujourd'hui le savent parfaitement. Ce n'est pas parce qu'on dessine le réel que cela est une image du réel. Donc moi, j'ai joué avec, en déconstruisant aussi ce principe de l'image et en faisant de l'image un support pour élargir encore plus l'horizon de l'imagination plutôt que de resserrer l'imagination du lecteur vers un réel, quelque chose de spécifique, une vraie localisation. Donc vous trouvez des images très différentes. Enfin, je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas si vous voyez cette image-là, mais c'est l'image d'un personnage de Pakanov ou Pachanov, qui est l'un des Pétaouchnok de Pologne. C'est un village réellement existant, mais qui, pour la plupart des Polonais, en fait, n'existait pas. Et il représente les pays profonds, l'identité profonde polonaise. Et il y a ces personnages qui a un book, en fait. Il y a eu même un dessin animé dans les années 60, mais ça remonte même à plus loin. C'est le personnage des dessins animés les plus connus de Pologne, qui représente du coup l'identité polonaise. Et ces histoires, en fait, c'est une histoire infinie de ce book qui cherche Pakanov. Donc vous trouvez dans toutes les histoires, les livres pour enfants qui sont très importants dans cette histoire. Vous trouvez destination, donc vous avez le panneau d'indication des directions Pakanov. Mais en fait,
il y a toujours l'indication, mais on n'y arrive jamais. Et du coup, c'est dans ce sens que j'ai utilisé. Vous retrouvez aussi des cartes, mais par exemple, je suis fasciné par ces anciennes cartes, je ne sais pas, de la fin du 19e siècle, où vous avez pour la Sibérie orientale, vous avez le nom Tartarie. C'est génial de trouver Tartarie et vous ne pouvez pas l'identifier, la localiser dans un lieu précis. C'est quelque chose de vague, en fait, d'indéterminé, qui n'a pas forcément de limite. Donc là, la carte ne sert pas à identifier, mais sert à évoquer cet insignifiant. Alors, avec un terme comme Tartarie, que moi j'ai trouvé fascinant, puisque en tant qu'Italien, j'ai été beaucoup influencé par le désert des Tartares comme livre, qui est un livre pétaouchnoquois. Voilà, c'est l'un des grands. Il y a des propositions de lecture aussi à la fin du livre ou sur le site. Le terme Tartarie, il est fascinant parce que pourquoi on l'utilise alors que les populations de turco-mongols de Sibérie qu'on voudrait nommer avec ce terme, en fait, s'appellent en réalité les Tatars. Et pourquoi on parle de Tartarie? Parce qu'en fait, ça renvoie au nom grec pour nommer les enfers. Et donc, dans la culture, dans la conscience, ou dans l'inconscient historique de l'Europe occidentale, on a transformé les Tatars en Tartares, en associant cette idée de barbare, d'infernal, voilà. Et dernière chose, j'ai appris que la plupart des villages de Suisse romande ont des sobriquets. Alors qu'on utilise moins maintenant, mais il y a des livres de Suisse romande où on raconte en fait comment les gens, à une époque, ont appelé de manière populaire les villages, les villes et les habitants des villes romandes. Alors, j'étais heureux de voir que les habitants de Gaumoin-le-Jus, qui est l'un de ces termes utilisés parfois dans le Vaud pour indiquer les milieux de nulle part. En fait, le sobriquet, c'est Tartarie. Oui, bien sûr. Prenez seulement ensuite, Guy, est-ce que tu arrives à Je voulais savoir si vous aviez également listé les termes comme tarascon, qui fait référence plutôt à des livres, ou non, ça n'a pas fait partie de votre recherche. Tarascon, il y a d'autres termes comme ça, des mondes qui n'existent pas. Qui n'existent pas, mais qui viennent de la littérature. Voilà, oui. Alors, j'ai touché à ça, mais ce n'était pas mon objectif. Mais par exemple, dans la langue française, il y a le cloche-merle, par exemple, c'est ça, hein, cloche-merle, qui est devenu à partir, c'était quoi l'ouvrage des années 30, je crois, mais qui en réalité, ce qui est intéressant, c'est que Cloche-merle aussi, la littérature invente des lieux à partir du réel. Et ce qui me plaît, en fait, c'est d'aller retrouver quel est le lien, sachant que là, quand il y a le passage du réel au littéraire, il ne faut pas forcément trouver l'analogie. C'est pas l'équation, ce village est le village littéraire. Mais c'est intéressant d'aller voir comment l'écrivain a pu prendre inspiration du réel pour en faire un lieu qui, en plus, dans ces cas, comme Cloche-merle, devient un lieu idiomatique. Moi, je pense, j'écris, il y a une entrée Macondo, par exemple, donc c'est le village de 100 ans des solitudes de Gabriel García Márquez, qui, en réalité, avait pris inspiration du village de son enfance. Et donc, il dit même que tout ce qu'il a pu écrire, c'est une sorte de simulation de la manière de raconter des histoires de sa grand-mère, avec qui l'écrivain avait grandi. Et il y a une sorte de folie en Colombie ou en Amérique latine d'aller retrouver à Carataca, le village d'origine de García Márquez, pour retrouver, en fait, pour se dire, mais Macondo, c'est là. Mais pourquoi Macondo est devenu presque un terme idiomatique, là aussi, en Amérique latine, pour indiquer un lieu de l'imagination, même de fantaisiste,
Mais justement pour cela, il représente à plus forte raison l'identité profonde d'un pays ou d'un continent même. Et c'est dans ce sens-là. Mais voilà, donc j'ai touché à ça, mais c'était pas forcément l'intérêt de faire cette liste de lieux littéraires. Enfin, il y en a plein voilà, il y a par exemple dans ces jeux entre littérature et réel, imaginaire littéraire et réel, il y a The Wigan Pier par exemple en Angleterre. Alors Wigan, c'est une ville industrielle et minière qui existe vraiment. Pier, donc le quai, qui existait à une époque, parce que c'était les lieux où on chargeait en fait la production industrielle, la production minière. Et après, ça n'existait plus. Mais dans les expressions idiomatiques anglaises, en fait, quand on dit on veut aller à, je sais pas, on dit on part en vacances à Tataouine-les-Bains. Et en fait, en Angleterre, on dit on part en vacances à Wigan Pier. Et c'est une blague, enfin, on se moque en fait de ces lieux. Mais pourquoi je parle de littérature? C'est parce que George Orwell, il a écrit un livre sur Wigan Pier, qui est en réalité une enquête sociologique sur la condition ouvrière. Mais dans donc c'est intéressant de voir l'écrivain qui fait une enquête sociologique sur la condition ouvrière, donc le vrai réel en fait. Mais il appelait le quai des Wigan le livre. Pourquoi? Parce qu'il a choisi d'aller là-bas justement pour aller voir si Wigan Pier existait vraiment. Donc il y a là aussi une forme de mélange et d'articulation entre les lieux imaginaires et le réel. En t'écoutant parler tout à l'heure, je me suis posé une question que je te relais maintenant. Est-ce que dans une certaine mesure, on ne pourrait pas dire que les Pétaouchnok sont à l'Atlas ce que finalement le monstre est au bestiaire? Je vais expliquer un peu ce que j'entends par là. Mais je pense que aussi, dans les monstres, il y a aussi un peu cette idée de la créature ou de la chose un peu fantastique, imaginaire, mais en même temps qui est reliée à des éléments concrets. Souvent, ça prend des éléments d'animaux qui existent vraiment. Je sais pas, le cyclope, c'est un humain avec 3 yeux, par exemple, un seul œil, pardon, un seul œil. Et en fait, est-ce que l'un comme l'autre n'ont pas un peu cette but ou cette finalité de nous penser, nous, ce que nous sommes, par rapport à ce que nous ne sommes pas, ce qui est le Pétaouchnok, l'ailleurs, ou la créature fantastique, monstrueuse, en opposant avec une frontière plus ou moins imaginaire le nous et le eux, ou le ici et l'ailleurs? Alors, c'est tout à fait ça, sauf que... sauf que c'est comme si on croyait dans le Yéti, mais le Yéti existait vraiment. Et c'est ça ce qui me plaît en fait, c'est qu'il y a à la fois la création du monstre, mais après cette création du monstre repose sur une histoire vraie. Et donc la monstrification, si l'on veut, doit être complètement déconstruite pour aller voir quelle est la vraie histoire. Alors moi je dis ça aussi parce que bien évidemment je suis particulièrement sensible par profession et expérience professionnelle à la question de l'imaginaire, par exemple, de l'Afrique, où c'est incroyable de voir. Moi, j'avais fait une exposition sur l'imaginaire européen de l'Afrique à l'époque des voyages, des dites découvertes ou explorations, un terme qui n'a pas de sens, en fait. Mais du coup, il y avait cette projection d'un imaginaire onirique, fantastique, monstrueux, sur les cartes de l'Afrique, donc avec ce pouvoir que la carte avait de donner l'impression que ce qui était dessiné c'était du vrai, alors qu'il y avait ce mélange là de monstruosité. Mais du coup, la question par rapport au Pétaouchnok, c'est de savoir qu'en fait, il y a quelque chose de vrai derrière, mais qui finalement nous en dit plus sur notre manière de regarder l'autre, comme tu viens de le dire, plutôt que sur le réel. Après, c'est à nous et c'est l'engagement que on doit assumer en lisant les livres et en cherchant les Pétaouchnok, c'est de savoir que là-bas, il y a une histoire réelle et donc que cet imaginaire qu'on y projette doit être déconstruit, mais pour créer un autre imaginaire.
pour créer. Et par rapport aux métaphores, en fait, moi, à un moment, j'avais écrit, avant de commencer à écrire le livre, j'avais écrit un texte pour une expo c'était une commande d'une exposition d'artistes. Et on m'avait dit, est-ce que l'exposition s'appelait Atlas des marges. Et alors moi, j'étais très, très sensible à la question des marges. Alors je vais faire la chose un peu scientifique, mais parce que c'est l'objet même, enfin c'est le concept même sur lequel j'ai élaboré un petit peu mon travail de recherche anthropologique en ayant travaillé à l'origine sur des populations, disons, d'origine nomade et pastorale en Afrique. Et donc la question de la marginalité par rapport à des centres m'intéressait particulièrement. Mais cela rejoignait aussi les écrits d'Antonio Gramsci et les cahiers des prisons. Ça peut sembler très lointain, mais toute la réflexion sur la question de la subalternité de Gramsci repose sur le cahier 25, qui s'appelle Les marges de l'histoire. Et en fait, Gramsci disait que les subalternes sont subalternes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'écrire leur propre histoire. C'est comme si, en fait, leur histoire était cachée dans les marges d'une page. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Enfin, c'est quelque chose qui inspire énormément. Donc moi, dans mon écrit pour cet atlas, disons, j'avais pensé, je m'étais posé la question, mais si les marges d'un atlas pouvaient parler, de quel type de lieu ces marges pourraient parler, en fait. Et du coup, j'avais imaginé, des manières un petit peu imaginaires et littéraires, de prendre un atlas et de voir que l'atlas a une carte qui a la prétention et l'ambition de représenter le réel. Et en fait, dans une page, on voit des marges. Ça, j'ai pensé tout de suite à Gramsci. Je me suis dit, mais là, il y a quoi? Qu'est-ce qui échappe de ce qui est visible? Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui échappe de Google Earth maintenant? Et ça peut être ces lieux. Ouais, alors n'hésitez pas à venir chercher le micro. Je suis désolé pour les efforts. Merci. En fait, on peut se demander si ta démarche n'est pas un peu opposée à celle de Marc Augé, qui a lui défini les non-lieux. C'est-à-dire que sa mouvance, elle est plus montrer la normatisation ou le mouvement normatif de la supermodernité. Du coup, c'est génial. En fait, comme en porte-à-faux par rapport à lui. Et je trouve ça fabuleux. Est-ce que tu peux... ouais. Alors, ça vient d'un anthropologue, cette question, hein, je crois. D'une part, la notion de non-lieu m'a inspiré. Et d'ailleurs, je vois dans la réception du livre, comme je suis anthropologue en plus, c'est une association qu'on fait souvent, mais est-ce que tu parles des non-lieux? En plus, je parle au tout début, en exergue du livre, j'ai mis un passage de Foucault sur les hétérotopies. Donc, ça renvoie un petit peu à cette idée aussi, parce que la notion des non-lieux a été rapprochée à celle d'hétérotopie de Foucault. Mais tu as raison de dire qu'en réalité, c'est un petit peu l'inverse, puisque le non-lieu pour Marc Augé, c'est quelque chose qui est produit par la société de consommation capitaliste d'aujourd'hui, dans le fait qu'il y a des lieux qui deviennent complètement anonymes parce qu'ils sont dépourvus et privés de toute marque culturelle, identitaire, sociale, ce qui fait que ces lieux pourraient être dans un endroit comme dans n'importe quel autre, un supermarché, l'aéroport, l'espace duty-free d'un aéroport ou un camp des réfugiés, en fait, qui est imposé par une gouvernementalité internationale qui se réplique et qui est toujours la même dans ces différents lieux. Alors moi, je cherche plutôt quelque chose qui échappe complètement à cette logique-là, sauf que dans l'acte de nommer l'autre de cette manière, on essaye même de le normativiser. Quand on nomme l'autre, on a l'impression de le posséder
On a l'impression de lui attribuer une définition, c'est qu'il y a un rapport, en fait, dans la nomination de l'autre, en fait, il y a un rapport de pouvoir, il y a un rapport asymétrique, il y a un exercice d'autorité, il y a même une violence symbolique, parfois quand on nomme l'autre. Et du coup, ma volonté, effectivement, c'était de retrouver ces lieux qui échappent à cet exercice d'autorité, mais pour restituer, à la différence du non-lieu d'Auger, pour restituer toute la complexité culturelle, sociale, historique de ces lieux, non pas de me contenter juste à cet imaginaire de l'ailleurs, de l'insignifiant qui est caché derrière le terme Pétauschnock, mais plutôt pour parler de cette histoire. Donc, ce dont moi je parle, c'est concrètement comment on peut évoquer la vraie histoire de ces lieux qu'on nomme comme des lieux insignifiants. Et je pense que on a besoin aussi de ressignifier notre rapport aux lieux, justement parce qu'on vit dans des espaces qui sont souvent très anonymes. Et ce sont souvent des non-lieux, en fait. Il faut se réapproprier cette capacité de trouver un vrai lieu. Justement, pour rebondir par rapport à ça, je profite de lire la citation qui est en préface de ton livre sur justement les non-lieux, l'hétérotopie ici. C'est Foucault que tu reprends qui dit au sujet des hétérotopies, des lieux qui s'opposent à tous les autres, qui sont destinés en quelque sorte à les effacer, à les neutraliser ou à les purifier. Ce sont en quelque sorte des contre-espaces. Eh bien, je rêve d'une science, je dis bien d'une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question elle s'appelle déjà l'hétérotopologie. Et c'est un peu, en grosso modo, ce que tu fais. Alors, non, j'ai pas la prétention de... Non, sans prétention mise à part. D'appliquer... en fait, ce texte m'a beaucoup, influencé, fasciné. D'abord parce que Foucault, il dit qu'il y a des lieux qui sont cachés dans les interstices de nos mots. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant pour penser à le Pétauschnock, parce qu'il existe d'abord dans nos expressions idiomatiques, et ça, c'est le point de départ. Et puis, il y avait cette réflexion sur le réel et l'imaginaire, justement. Il y a des lieux qui sont dans les deux dimensions à la fois. Et pour moi, ça, c'était fondamental, puisque moi, je parle effectivement de lieux qui existent dans ces... Et puis, à la fin, il y a du coup cette référence à une science, qui serait cette science de l'hétérotopologie. Je me suis dit, ça pourrait être une manière de penser cela, mais là encore, je suis et je pense qu'en lisant le livre, on le retrouve avec l'ironie que ce livre montre. En fait, que là aussi, il y avait une forme de parodie. Parce que même l'idée de faire une science de quelque chose, c'est une manière de l'appréhender, presque de le dominer, de lui donner de la signification définitive. Et de casser l'imaginaire qui va autour. Et de casser l'imaginaire. Donc c'est par la caricature de cette science que j'ai recensé tous les Pétauschnock. N'hésitez pas, si vous avez encore quelques questions, on arrive gentiment à la fin, donc c'est maintenant ou jamais, je dirais. Une question sur le politique, parce que tu parlais tout à l'heure que ça pouvait être repris pour le tourisme, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que, par exemple, ces Pétauschnock deviennent le lieu de discours revendicatifs repris par l'extrême droite, par exemple, ou que ton travail même puisse être l'occasion d'être repris politiquement pour que, je sais pas, il y avait un article qui disait... à propos de ton travail, Pétauschnock du monde entier, unissez-vous, des choses comme ça. Et puis par rapport aussi aux œuvres en ce moment de Sylvain Tesson, etc., qui sont repris par d'autres courants politiques. Donc voilà, une petite question. Petite question. Merci pour cette question à laquelle je n'étais pas préparé. Non, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a alors dans le texte, c'est très clair en fait le positionnement, par rapport à ces risques de récupération.
Mais je pense qu'effectivement, il y a une question du rapport entre centre et périphérie qui est une question politique à la fois au niveau national, en Europe. Je pense la question en France, entre Paris et les campagnes, on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, mais il y a aussi avec l'idée un petit peu revanchiste d'un pays oublié ou d'une classe blanche moyenne qui serait oubliée par l'élite bobo au pouvoir. Enfin, il y a ce type de choses-là. Mais il y a aussi, de l'autre côté, à gauche, le besoin de partir de la base du peuple, de la réalité des gens pour reconstruire, en fait, une idée de gauche. Donc, en réalité, enfin, le Peter Schnock du monde entier, unissez-vous, c'était pas l'extrême droite qui le disait, et il n'y a pas de ce type de récupération. Mais par rapport, je pense qu'il y a toute une réflexion. Ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on publie un livre, un livre, on l'écrit parce qu'on a besoin de l'écrire. Et certes, on essaye d'anticiper aussi quelles pourraient être les réactions. Mais on ne peut pas tout anticiper, en fait. Il y a un exercice de liberté dans l'écriture qui fait qu'on ne peut pas se censurer aujourd'hui parce que, attention, parce que ça pourrait être récupéré comme ça. Il faut se prévenir, se protéger et dire non, je suis contre ce type d'interprétation. Donc là, j'ai été clair. Mais ce qui est intéressant, c'est que de voir comment la réception du livre après sa publication, chez les gens qui le lisent, les journalistes et tout, et les rapprochements qu'on fait. Je pense que là, il y a toute une réflexion à faire sur le rapport qu'on a aujourd'hui à l'ailleurs, en sens général, dans une phase historique où on est passé d'abord de la colonisation, et puis dans l'impérialisme américain, et puis il y a eu dans la théorie critique la remise en question de l'autorité de la voix de l'écrivain, et donc le besoin de tenir compte aussi de la voix postcoloniale. Aujourd'hui on dit décoloniale, sauf qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une production littéraire et scientifique sur l'ailleurs qui domine, qui en fait a une production qui produit une conception, un imaginaire de l'ailleurs qui ne me correspond pas du tout, qui est très imaginaire, très littéraire et très romantique. Enfin, la question du romantisme, je pense, elle est assez importante. Mais du coup, on voit de moins en moins l'histoire et on voit de moins en moins les gens. Et donc, du coup, c'est la question du rapport de l'individu avec l'horizon, l'infini. Et donc, il y a une idée qui, pour moi, est très capitaliste et néolibérale, qui est intégrée par cette vision de l'ailleurs, qui est la question de l'accomplissement. Le fait de devoir accomplir un voyage spirituel dans cet ailleurs, mais où l'on perd en fait la relation avec les gens, l'épaisseur de leur histoire, l'épaisseur et la complexité de leur souffrance, de leurs problèmes, de leur intégration au monde. Et moi, j'ai fait quelque chose de très différent à ce propos-là. Moi, je n'invite pas à un voyage de pure évasion spirituelle, mais j'invite en fait à renouer avec une histoire vraie pour se penser ensemble dans ce monde, ce qui est très différent. De mon côté, j'ai peut-être une dernière question avant la dernière question, donc une avant-dernière question. Alors, je sais que c'est très difficile à répondre parce que c'est difficile à généraliser, mais si tu prends en effet, alors tu parles ici, tu prends tes 80 Pétaouchnok que tu présentes par ordre alphabétique, j'imagine que c'est pour éviter aussi toute forme de subjectivité, hein, pourquoi celui-là avant l'autre plutôt qu'un autre, même si tu termines avec ton Uktu. Là n'est pas ma question, mais en fait, qu'est-ce que finalement tous ces Pétaouchnok ont de commun et qu'est-ce qu'ils disent, non pas sur l'ailleurs, mais sur nous? De manière générale, le nous d'ici, mais peut-être le nous chinois, le nous... Je pense que... Alors, moi j'étais séduit par, une fois que j'ai trouvé la piste, l'idée, j'étais fasciné par le fait, comme je disais au tout début,
qu'on puisse retrouver des équivalents dans des différents contextes culturels. Alors j'espère que ça soit clair. Quand je dis équivalence, c'est pas pour dire qu'on dit ça signifie exactement la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est justement trouver l'écart des significations qui s'expliquent par le contexte historique, voilà. Mais qu'on puisse retrouver des expressions similaires dans des différents contextes, j'ai trouvé ça fascinant. Ça relève presque, je dirais, de l'universel. À une époque, je pensais qu'en Chine, il n'y avait pas de Pétaouchnok, mais j'ai eu la chance de rencontrer un anthropologue de l'université de Pékin qui parle parfaitement français, qui ne connaissait pas l'expression Pétaouchnok, mais je lui ai expliqué. Il m'a dit, ben oui, les enfants perdent, quand ils perdent quelque chose, c'est qu'ils ont perdu la tête à Java. C'est l'expression consolidée. J'ai dit, ben voilà, on a retrouvé ça. Et donc, du coup, je pense que ça dit quelque chose, toute cette histoire dit quelque chose de nous, mais sur le fait qu'on ait toujours besoin de construire notre identité, notre vision du monde à travers notre projection imaginaire sur l'autre, sauf qu'à partir du moment où on en est conscient, on peut maîtriser un petit peu les dérapages de cette logique-là qui nous amènent en fait à des formes d'identitarisme, d'exclusion, des prétentions de supériorité. Au contraire, en fait, c'est en reconnaissant que le processus qu'on fait pour définir nous-mêmes est toujours un processus dialogique, on sait que l'autre, il est engagé dans ce même processus. Et donc, finalement, on est de manière commune, partagée, on est dans ce même processus. Donc, peut-être ça nous dit quelque chose sur nous pour ce qui est des langues européennes qui, en fait, sont très influencées par ce regard péjoratif, discriminatoire, parfois raciste vis-à-vis de l'autre, et qu'on espère bien évidemment dépasser. C'est pour cela qu'on doit le déconstruire, mais sachant aussi qu'il y a d'autres formes ailleurs, il y a d'autres formes culturelles de penser l'ailleurs. C'est en intégrant, du coup, la perception de l'autre, que l'autre peut avoir sur l'ailleurs, dont nous, on peut faire partie. Que du coup, on peut retrouver du sens commun, mais au sens propre, en fait, du sens commun, au-delà des différences culturelles. Voilà, moi, j'ai passé du temps avec des communautés d'origine pastorale et nomade en Mauritanie, à la frontière avec le Mali. En fait, et leur lieu d'existence peut être perçu comme un Pétaouchnok par les Européens et même par l'élite de la capitale, en fait, parce qu'ils habitent à la périphérie du territoire et tout. Puis quand on va là-bas et on parle de Pétaouchnok, ben, la brousse elle-même, enfin, l'espace extérieur du village constitue un Pétaouchnok. Et ils ont même des expressions qui identifient un lieu. Mauritanie, c'est un lieu on nomme un village qui se trouve au Sénégal. C'est probablement le village d'origine de ces communautés. Donc là aussi, il y a ce phénomène, ce processus de nomination par un nom propre d'un ailleurs indéfini. Et c'est ailleurs, justement, pour terminer, que tu invites à la toute fin de ton livre, je vais te citer, te lire. Si de plus vous désirez visiter les lieux associés à un Pétaouchnok, faites-le, mais jamais de manière boulimique et envahissante, discrète, respectueuse, sensible, réfléchie, profonde, ouverte. Le mieux serait d'y tomber par hasard. Après tout, vous êtes l'habitant, l'habitante du Pétaouchnok des autres. Je pense que ça résume assez bien ton, voilà. Et on termine. Alors ici, ça n'a pas grand-chose, voire rien du tout à voir avec ton livre. On profite toujours par poser la dernière question à tous nos invités. Pour toi, les Paki, c'est quoi? Alors, un Pétaouchnok, je peux le dire. C'est pour cela que ça a beaucoup à voir avec les livres, en réalité. Mais je pense qu'on l'a déjà évoqué. On m'a dit qu'un invité avait déjà donné cette réponse des bains comme une hétérotopie par rapport à la ville de Genève. Je pense qu'il y a un petit peu de ça et il y a un petit peu de cette idée d'espace autre qui est construit aussi en pensant à ce qu'il y a sur le quai, en face, ou les banques. Tu parles du marathon là. Non, pas forcément. Et disons que ça, c'était un côté de Genève qui m'a toujours, qui m'intrigue et qui, voilà, sur ces contrastes qu'il peut y avoir entre ces espaces, mais qui deviennent presque des îlots
de sociabilité, de pensée artistique et alternative, et avec ce qu'il y a autour, mais la même chose on pourrait dire par rapport à l'espace, à la nature qu'il y a ailleurs, qui est à la fois un lieu d'évasion, mais qui est aussi complètement maîtrisé. En fait, on rentre pas dans un espace sauvage, en fait. Et donc, du coup, il y a toujours cette ambiguïté dans le rapport à lieu quand on est ici à Genève. Les bains des Paquis, c'est effectivement cet îlot, mais je pense que on peut penser les Pétaouchnok aussi en termes temporels. Vous l'avez compris, moi je m'intéresse beaucoup à l'origine des toponymes et en fait, j'étais fasciné par l'origine du terme Paquis. J'imagine que vous le savez, mais si j'ai bien compris, ça vient en fait de la notion de pâturage. Et pourquoi? Parce que c'était ici, quand la ville de Genève était la petite ville entourée de murailles au centre-ville. Ici, c'était en réalité un espace d'élevage, de pâturage. Et donc, en réalité, Paquis, et derrière les Paquis, il y a toujours une sorte d'altérité. Moi, j'aime bien dire, c'est un néologisme, ailleurté. Cette idée d'un ailleurs par rapport à quelque chose d'autre que cela est gardé. Donc du coup, moi j'ai l'habitude, quand je regarde un lieu, d'imaginer aussi toutes les connexions qu'il y a entre ces lieux et d'autres espaces. Ce qui à Genève est très facile avec la ville internationale globale complètement mondialisée à travers les organisations internationales, la banque, mais le faire aussi comme une sorte de stratification historique. Donc, comme si je superposais des images du passé. Et ici, j'aime bien imaginer aussi des maisons sur pilotis, parce que c'était comme ça qu'à une époque, on vivait sur le lac. Magnifique. Et ben, la 81e entrée du livre Les Bains des Paquis comme Pétaouchnok. Merci beaucoup, Ricardo. Merci en tout cas à vous toutes et tous d'être venus. Merci. Merci. Voilà, un grand merci aussi à Jeff au fond pour les magnifiques images et le son qui fait toujours des merveilles. Merci à toute l'équipe des Cafés Philo, Sarah, Philippe qui participent activement au café. Merci au groupe Culture et à l'association des Bains des Paquis, la UBP. Merci aussi à Guy pour sa chouette proposition dans Magnifique invité. Les Bains des Paquis, ça continue, on est presque au bout il y a encore quelques flyers ici, au bout de ce premier semestre de l'année. Les deux prochains rendez-vous, c'est le jeudi 23 mai à 17h30 sur La Promesse. Qu'est-ce que ça change? Avec Caroline Widmayer et Marion Muller-Collard. Le samedi 15 juin à 16h, on reçoit Aurélien Barraud pour parler de son dernier livre, La poésie comme solution à la crise écologique. Et puis on est en train de préparer un chouette programme pour le deuxième semestre qu'on va bientôt publier. Voilà. Merci et bon dimanche. Et merci à toi. Merci. Merci.